Cette semaine, en jeu, les hôpitaux qui tuent. Prise 2. Là, le bras est venu rouge, là, c'était épouvantable et ça a ouvert. Qu'a-t-on fait pour prévenir les infections mortelles? Les hôpitaux sont pris avec la même problématique, pas de financement. Ce qui domine, c'est la loi du silence. Bonsoir, ici Alain Gravel. Bienvenue en jeu. Nous vous présentions l'hiver dernier un reportage saisissant intitulé « Les hôpitaux qui tuent ». Il y est question des maladies nosocomiales, c'est-à-dire les infections que l'on contracte à l'hôpital. Uniquement au Québec, chaque année, ces infections font 80 000 victimes, dont 3 000 qui en meurent. Avant nos révélations, c'était un des secrets les mieux gardés du milieu hospitalier. Que s'est-il passé depuis la diffusion de notre reportage? Vous avez été très nombreux à réagir et c'est pourquoi mes collègues Hélène Courchaine et Nicole Messier sont retournés sur le terrain pour constater à quel point les patients sont inquiets et veulent que les choses bougent. Mais auparavant, rappelons les faits avec ce reportage qui a créé une véritable commotion. La médecine moderne fait aujourd'hui des miracles. Quadruple pontage, greffe d'organes, chirurgie par laparoscopie. Mais l'hôpital peut aussi être un lieu d'où l'on sort plus malade qu'à son arrivée. Moi, j'ai attrapé le sang dans la salle de bloc opératoire. Lors d'une intervention chirurgicale. C'est toujours inquiétant, surtout qu'on attrape quelque chose en venant à l'hôpital. On vient ici pour se soigner. Là, j'ai perdu 1 an de ma vie. J'ai mon fils, je peux pas le voir. Il a 8 mois, je peux pas le voir et tout. Tout ça à cause d'un chirurgien qui s'est entêté. Là, le problème que je leur reproche, c'est qu'il s'est entêté. Ma plaie, au lieu de saigner normalement et puis de se refermer, saignait de plus en plus abondamment et finalement ils ont découvert que par des prises de sang, des tests et tout ça, j'avais une bactérie qui était le Staphylococcus aureus. Là, le bras est venu rouge, là, c'était épouvantable et ça a ouvert. Là, ça sortait, là. Et là, on a vu les dégâts qui étaient absolument hallucinants, c'est-à-dire que ma colonne vertébrale, c'est comme ça qu'ils me l'ont expliqué. Imaginez que votre colonne vertébrale est en sucre et qu'on a fait couler de l'eau dessus. Le chirurgien que j'ai vu m'a dit qu'il fallait que je rentre immédiatement dans son établissement où c'était l'amputation. La douleur, elle était insupportable depuis 7 ans. À tel point que Guillaume Depardieu a renoncé à se battre et a décidé l'amputation de sa jambe droite. Guillaume Depardieu est sûrement la plus célèbre victime de maladies acquises à l'hôpital. Octobre 95, le fils du comédien Gérard Depardieu est grièvement blessé dans un accident de moto. Mais c'est la bactérie attrapée à l'hôpital qui entraîne l'amputation de sa jambe l'été dernier. Vous avez eu combien de lettres, de messages, de gens qui se sont adressés à vous? Des milliers. Ah oui? Tous des gens qui... C'est-à-dire tous les gens qui ne savaient pas ce qui leur arrivait. Et maintenant, c'est-à-dire que le mot nosocomial n'était pas connu avant qu'il soit diffusé en grand public. L'affaire Depardieu a sorti le mot nosocomial du dictionnaire. Du grec nosos, qui veut dire maladie, et komen, soigner. Elle a aussi levé un coin du voile sur le secret le mieux gardé de nos grands hôpitaux modernes. Lise-André Galarneau est présidente du comité de surveillance de la résistance bactérienne et des laboratoires du Québec. Nous, on l'appelle l'épidémie silencieuse. Parce qu'il y en a beaucoup, mais on en parle peu
parce que les ravages sont peu médiatisés, publicisés, au même titre que pourrait l'être un accident de la route. Staphylocoque aureus, entérocoque, champignons. Au Canada, il y a 220 000 patients qui sont infectés chaque année par toutes ces bactéries, surtout dans les hôpitaux spécialisés. 8 000 personnes en meurent tous les ans. Aux États-Unis, un patient infecté meurt toutes les 6 minutes. Ici, j'ai joué sur les regards. En dehors, c'est important, les regards. Le mari de Mme Lise Gauvin, tout comme les 2 à 3 000 patients qui décèdent chaque année au Québec, n'a pas survécu à l'infection qu'il a contractée à l'hôpital. Jean-Paul Gauvin aurait eu l'étoffe d'un centenaire. À 71 ans, il avait obtenu une maîtrise en sociologie. Intellectuel, sportif, il était loin de se douter qu'une simple opération pour des calculs aux reins signerait son arrêt de mort. 2 jours après, le médecin m'a appelé, puis il m'a dit, « Madame Gauvin, votre mari a une infection tellement grave que son urine est comme de la purée de pois. » Et puis, il est en délire. Et puis, là, le lendemain, je suis arrivée à l'hôpital. Et puis, là, c'était le branle-bas de combat. Là, il l'a envoyé en isolation. Après plusieurs mois de maladie, M. Gauvin est décédé en juillet 2002. Parce que ça se peut pas qu'il soit sensible et lui résistant. Comment on explique le fait que s'il y a tant de décès dus au sang, on en entend si peu parler? On sait que les infections nosocomiales, c'est la 4e cause de décès. Mais ça vient après les infarctus, les maladies vasculaires, les cancers. Sauf que ces patients-là, c'est des infections qui sont acquises à l'hôpital. Les patients décèdent à l'hôpital. Puis c'est comme si c'était naturel de décéder à l'hôpital. On avait un commerce dans le bas de Loretteville, à 3 km d'ici. Et je partais d'ici avec 4 de mes enfants. Un dans un porte-bébé en avant, porte-bébé en arrière, 2 autres dans une poussette. Et puis là, je partais à mon commerce où j'étais l'administrateur. Je faisais tout ça à pied, aller-retour, tous les jours. Marianne Lingley-Sioui est maintenant handicapée à vie à cause d'une infection nosocomiale. Cette femme qui habite le village Huron avec son mari et ses 4 enfants n'avait pas 50 ans quand elle s'est fait remplacer une hanche. Voici à quoi ça ressemble lorsque c'est terminé, au bout de plusieurs années. Donc ça, c'est la bonne hanche. Quelques années plus tard, c'est l'autre hanche qui doit être remplacée. Et voilà ce que donne la hanche infectée. La hanche infectée. Oh là là. Voilà. Les bactéries ont quand même détruit une grande partie des muscles qu'il y avait à l'intérieur. C'est lors de l'opération pour implanter la prothèse que des bactéries se sont infiltrées dans sa plaie. Le pansement, au lieu d'être rouge, était vert pomme. Staphylocoque, pseudomonase, les bactéries ne veulent plus quitter le corps de Marianne. J'ai eu 22 interventions, dont 19 plaies ouvertes avec anesthésie. J'ai été immobilisée. J'ai passé 3 mois sans hanche pour laisser guérir les plaies parce que ça guérissait plus du tout. Même les antibiotiques les plus puissants, pompés mécaniquement dans son corps pendant 6 mois, ont peu ou pas d'effet. Je n'avais plus de globules blancs, je n'avais plus de système de défense. Là, j'ai vraiment été complètement isolée. Tout le monde devait venir me voir, botter, casquer, ganter, etc. Ce n'était pas parce que moi j'étais contagieuse, c'était parce que je pouvais mourir de n'importe quoi, de ce qu'on pouvait m'apporter. Je peux vous dire qu'en dernier, je perdais les cheveux comme si j'étais en traitement de chimiothérapie. Les études le démontrent. La maladie et l'hôpital constituent un cocktail où le patient a entre 5 et 10 % de risque d'attraper une infection à l'hôpital.
C'est dire qu'au Québec seulement, il y a près de 80 000 patients qui vont voir leur vie se terminer ou changer brusquement de qualité. J'ai déjà vu des gens jeunes, en parfaite santé, qui rentrent à l'hôpital pour une chirurgie relativement mineure, une chirurgie qui peut être orthopédique par exemple, et qui subissent une infection du genou, ou qui subissent une infection de la hanche, ou une infection du coude. Et à ce moment-là, les conséquences pour ces gens-là qui ne peuvent plus aller travailler, qui ne peuvent plus faire certaines choses, sont considérables. Comme la plupart des infectiologues que nous avons rencontrés, le Dr Carl Weiss de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont estime que le concept même de l'hôpital doit être repensé. Si vous allez à l'hôtel, habituellement, vous ne partagez pas votre chambre avec un inconnu. Puis vous partagez encore moins votre salle de bain avec un inconnu. Quand vous venez à l'hôpital, qui est supposément la mecque de la propreté, de la stérilité et de l'hygiène, vous vous retrouvez à partager votre chambre avec 3 ou 4 personnes. Il croit qu'à l'instar des grands centres américains, les hôpitaux ne devraient avoir que des chambres privées. Donc, on s'aperçoit que les lieux physiques dans lesquels on évolue, qui ont été conçus dans les années 40, 50, parfois même avant ça, pour la majorité des hôpitaux, sont de plus en plus inadéquats. En attendant, même si on vit dans l'ère de la médecine high-tech, les hôpitaux continuent d'être un lieu de moins en moins sûr pour les malades. Bonjour, M. Georges, je vais prendre votre pression. Laissez votre bras replié. Tantôt, M. Georges, on se revoit. Elle avait une plaie à la hanche, cette dame-là, qui a été prélevée juste une fois. Les urines ont été prélevées 2 fois, étaient négatifs, puis elle s'est positivée là, après 3 semaines. À l'hôpital Enfant Jésus de Québec, une équipe d'infectiologues entourée de 3 infirmières en prévention a déclaré la guerre aux infections. Elle constitue l'avant-garde en matière de lutte aux infections nosocomiales au Québec. Son prélèvement nasal, finalement, elle est porteur SARM. La personne suivante, c'est un prélèvement 2 plaies aux jambes qui provenaient du Jeffrey Hale. Donc, SARM positif sur les 2 plaies. L'ennemi numéro 1 que l'équipe traque sans relâche, le SARM. C'est le staphylocoque doré résistant à la méticilline, une bactérie plus virulente, plus transmissible et plus meurtrière que les autres. Bonjour Lynn, c'est Danielle à l'Enfant Jésus. Oui, je t'appelle pour un patient qui est passé par chez vous, un patient qu'on a trouvé SARM. Si le patient nous vient d'un autre établissement, on s'assure que l'autre établissement est au courant de ce qu'on a trouvé au laboratoire pour qu'il puisse intervenir. Mais des fois, il faut remonter à 2 établissements parce que c'est pas tout le monde qui a un protocole à l'admission. C'est une véritable enquête. C'est une enquête épidémiologique. On n'a plus de patients aux soins intensifs. Le patient est décédé. Le docteur Marie-Claude Roy est une spécialiste du SARM formée par les plus grands hôpitaux américains. Ici, les hôpitaux ne sont pas encore conscients de la morbidité que les infections nosocomiales apportent dans nos hôpitaux. On est beaucoup en retard sur les États-Unis là-dessus. Ses collègues ont commencé à la prendre au sérieux quand l'épidémie de SARM, qui a frappé de plein fouet les grands hôpitaux du Québec il y a quelques années, a commencé à décimer leurs patients. Et c'est en janvier 2001 que ça nous a frappé. Là. On a eu, dans l'année 2001, 140 cas. C'est à ce moment qu'elle a réussi à convaincre la direction de l'hôpital d'isoler tous les patients porteurs de la bactérie afin d'éviter la propagation. À l'Enfant Jésus, on appelle l'aile C5000 le sarmatorium. Chaque nouveau cas dépisté SARM positif, il y a une infirmière en prévention des infections qui va rencontrer le patient et qui lui explique qu'on a trouvé lors du dépistage nasal du SARM dans son nez, qui lui explique qu'il est soit seulement colonisé ou infecté avec cette bactérie-là. Vous vous souvenez qu'ils ont fait un prélèvement dans votre nez avec un Q-tips, là? Bon, dans ce prélèvement-là, ils cherchaient une petite bactérie. Puis cette bactérie-là, vous l'avez. Les gens sont très déçus quand on les rencontre pour leur dire qu'ils ont trouvé une petite bactérie. Même si on leur dit que pour l'instant, la bactérie n'est pas dangereuse pour eux, les gens sont déçus. Ils ont l'impression qu'on leur apprend qu'ils ont le VIH.
Quelle a été votre réaction quand on vous a dit, ben là, écoutez, vous êtes porteur? Sur le coup, ils nous ont donné beaucoup d'informations, un pamphlet, j'ai lu parce que je suis une mère d'une petite fille de 15 mois. Ça m'a préoccupé beaucoup. Surtout que j'ai pas pu la voir pendant mon séjour cette semaine pour la protéger le plus possible. Les familles ont peur. Donc, les gens portent une étiquette et ils le savent. On lui montre l'étiquette même qu'on le met au dossier et les gens ont à vivre avec cette décision-là, mais en comprenant bien qu'on protège la santé publique tout en leur assurant le meilleur soin possible. On a réduit de façon très significative le taux de transmission à l'hôpital. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'un patient qui est admis ne deviendra pas porteur. Les chances de devenir porteur sont beaucoup, beaucoup plus faibles qu'avant. Le docteur Marie Gourdeau, qui est présidente du Comité sur les infections nosocomiales du Québec, craint pour le reste du système hospitalier. Au Québec, à peine le quart des hôpitaux isolent les patients porteurs de SARM et plus de la moitié d'entre eux ne font aucune surveillance. Les gens sont porteurs, on ne sait pas, on ne fait pas attention au lavage des mains et ça se transmet très facilement. Et les gens deviennent porteurs et pour une raison ou une autre, par exemple, subissent une chirurgie et la bactérie les envahit, font une infection. Pourtant, le SARM n'est pas une maladie aussi contagieuse que le SRAS, qui se propage comme une grippe. Le SARM se transmet d'abord et avant tout par les mains du personnel de l'hôpital qui néglige les règles d'hygiène. Les mains, c'est les mains du personnel. Lorsqu'on va prendre contact avec un patient, on touche au patient. À ce moment-là, les bactéries qui sont sur ce patient-là viennent sur nos mains. Pour nous, elles ne sont pas dangereuses parce qu'on est en bonne santé, on a des bonnes défenses immunitaires. Mais si ensuite on va voir un deuxième patient, on lui amène ces microbes-là sur lui. Et ce patient-là, encore une fois, est très sensible à être infecté par ces microbes-là. Le chef des soins intensifs à l'Enfant Jésus, le docteur Martin Lessard, confirme que c'est dans son aile qu'un patient est le plus susceptible d'attraper des infections. Tous ces cathéters-là, ces tubes-là, servent à soigner le patient, à nourrir le patient, à lui donner ses médicaments, mais en même temps, tous ces médicaments, tous ces tubes-là, ces cathéters-là, ce sont des sources pour que les bactéries aient contact avec le patient, entrent dans le sang ou dans les poumons du patient et qui développent une infection nosocomiale. Mais même aux soins intensifs où la présence de bactéries mortelles comme le SARM est évidente, le personnel ne prend pas toujours le temps de se laver les mains entre le patient A et le patient B. C'est assez inouï parce qu'on penserait que la première chose qu'on fait dans un hôpital, la base de l'hygiène, c'est de se laver les mains. Or, c'est une notion qui semble difficile à inculquer. Mais il y a eu des études qui ont été faites. Ils ont regardé le temps que devrait passer une infirmière à se laver les mains dans une journée. Et c'était pas possible. Elle devrait passer à peu près le quart de son temps à se laver les mains. En fait, les études disent que dans les meilleures conditions possibles, même quand les employés se savent surveiller, là, ils savent qu'exemple, il y a une infirmière qui surveille, le taux de compliance au lavage des mains est au meilleur de 40 %. Ce n'est donc pas un hasard si le taux d'infection à SARM a bondi de 70 % dans les 2 dernières années au Québec. Peut-on penser qu'à cause du manque de personnel, les infirmières et les préposés n'ont carrément pas le temps de se laver les mains, ni même de se désinfecter avec un gel alcoolisé? Il y avait un préposé à une période donnée, il y a eu un préposé avec 2 infirmiers pour 30 patients. Les gens ne peuvent même pas imaginer. Ce sont des patients en orthopédie. Ils sont couchés au lit, ne peuvent pas marcher, ne peuvent pas se lever, la majorité. Donc, ont besoin de la bassine pour aller aux toilettes. Donc, en général, tout le monde a le même rythme de nourriture. On mange en même temps, on soupe en même temps. Donc, les bassines sortent en même temps. Quand vous avez 2 infirmières sur certains étages qui, à un moment donné, vont surveiller 30 patients durant la nuit, il faut se mettre à la place de ces 2 personnes-là qui déjà ont un cherchage de travail énorme, qui font du mieux qu'elles peuvent. Et imaginez-vous le patient 1 qui veut sa bassine pour uriner, le 2e qui veut son médicament pour la douleur, le 3e qui s'étouffe dans ses sécrétions qu'il faut aller aspirer. Et il faut qu'elles fassent tout ça en même temps. Il n'y a pas le temps pour laver les mains ou c'est parfois mettre le masque. Pas évident. Là, vous pouvez enlever votre jaquette, par exemple, là, avant de laver vos mains. Ah, oui, bon. s'il vous plaît. Il semble que ce soit les médecins qui soient les plus délinquants et qui se promènent d'un patient à l'autre sans toujours se laver les mains.
Au Sarmatorium de l'Enfant Jésus, on n'a pas pris de chance. On a placé un agent de sécurité pour rappeler tout le monde à l'ordre, même les journalistes. Là, vous pouvez désinfecter vos mains comme ça. Les infections à SARM semblent avoir atteint tous les hôpitaux à soins aigus du monde occidental. Pourtant, dans le centre médical universitaire d'Utrecht en Hollande, un immense hôpital de 1000 lits, il n'y a au moment de notre visite qu'un seul patient porteur de SARM et il est soigneusement isolé. Where does he come from? Did he acquire this in this hospital? No, he came from Poland. Pour le docteur Mark Bunten, qui est infectiologue, ce n'est pas un hasard si deux pays peuvent se vanter d'avoir maté cette épidémie silencieuse, le Danemark et les Pays-Bas. The Netherlands are, with the Scandinavian countries, the lowest prescribers of antibiotics. And as a matter of fact, those are also the countries with the lowest resistance rates. Selon lui, c'est avec parcimonie que les omnipraticiens et les spécialistes des Pays-Bas prescrivent des antibiotiques. Ici, au Canada et aux États-Unis, une étude démontre que 50% des prescriptions d'antibiotiques sont inutiles et ne servent qu'à satisfaire les patients en mal d'une guérison miracle. Don't you get pushed by patients who need antibiotics, who want them prescribed? We are very lucky that that's not a cultural thing here. So that's not the case, no. I think, in fact, we try to convince the patients that antibiotics are not always useful for them. In fact, if they don't need an antibiotic is just another prescription with adverse effects. Le médecin est très autonome dans la prescription de tous ces médicaments. Anne-Louise Boucher est omnipraticienne à Cap-de-la-Madeleine. Même si elle connaît les effets néfastes des infections à SARM, elle confirme qu'il est difficile de résister aux patients qui veulent des antibiotiques à tout prix. Ça prend 15 secondes de remplir une prescription. Quand au patient, on dit non, écoutez, vous n'avez pas une sinusite, vous avez un rhume avec une bonne congestion, vous avez mal à la tête, oui, votre nez coule, oui, mais ce n'est pas une sinusite. Nous devons prendre 3 minutes et demie, 4 minutes, 5 minutes, des fois, pour leur expliquer qu'il n'y a pas besoin d'antibiotiques. Infectiologues, infirmières formées en prévention, lavage des mains, campagne contre les effets pervers des antibiotiques, les solutions semblent simples. Mais il n'existe encore aucun programme national de prévention des infections dans nos hôpitaux et encore moins de budget pour les accompagner. Nos hôpitaux semblent être devenus un risque pour notre santé. Pendant qu'au Québec, on considère comme de simples malchances les infections nosocomiales, en France, dans la foulée de l'affaire de Pardieu, les médias ont sonné l'alarme. Les patients n'acceptent plus passivement de voir leur vie s'anéantir à cause d'une bactérie acquise à l'hôpital. M. David qui apprenne un accident de circulation. Comme Guillaume Depardieu, Stéphane David a eu lui aussi un accident de moto en septembre 2002. Là, on va vérifier la bonne vitalité du bourgeon. Maintenant en voie de récupération à l'hôpital Lacroix-Saint-Simon à Paris, il compte poursuivre le chirurgien qui l'a initialement traité sans prendre au sérieux son infection à SARM. Pour lui, c'était un tout petit staphylocoque doré de rien du tout, qu'il allait soigner ça avec un petit médicament, un petit antibiotique, et qu'il allait gratter l'os et puis ça allait suffire. Marc Franek ne compte plus les conséquences sur sa vie d'une infection à SARM. Il a déjà entrepris des poursuites judiciaires contre le système hospitalier qu'il a d'abord pris en main. Allez, fais pas le bébé, tu es un grand garçon maintenant. J'ai subi 3 greffes musculaires, dont une très importante avec 15 heures d'intervention. On a pris un muscle d'une autre partie du corps pour le greffer sur la jambe, pour pouvoir fermer la jambe. Après, on a fait des greffes de peau par-dessus pour redonner un aspect à peu près normal à la jambe. Tu cliques, hein? Après 5 ans d'intervention et de traitement, il commence à entrevoir la lumière au bout du tunnel. Il n'y en a pas, là. Il a 4 ans et demi, j'ai jamais joué au football avec lui, quoi. Enfin, ou jamais joué au ballon, enfin, tout ce qu'un père fait, même sans y penser, j'en ai été frustré. Guillaume Depardieu, lui, a préféré se faire amputer la jambe. Moi, je suis là pour accélérer le temps et mettre les responsables, qu'ils soient politiques, les partenaires sociaux, les assureurs, les laboratoires, les mettre au pied du mur vis-à-vis de l'opinion publique, puisqu'il n'y a que ça qui finalement
puisse les intéresser. Ce ne sera pas Chauvien, ce sera... Aujourd'hui, c'est aux côtés de Alain-Michel Serretti, le premier en France à avoir déclaré publiquement la guerre aux maladies nosocomiales, que Depardieu fait campagne. Notre rôle, c'est de le dénoncer parce qu'on sait que ce qui fait le plus peur à un directeur de clinique ou d'hôpital, c'est pas tellement la sanction administrative, c'est la sanction, j'allais dire, du peuple, mais dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire d'être sa réputation malmenée dans les médias. Alain-Michel Serretti sait de quoi il parle. Sa vie de famille a failli être détruite à cause d'un instrument mal stérilisé qui a infecté sa femme. Pourtant, c'est dans la réputée clinique du sport de Paris que Béatrice Serretti a été opérée en 1991 pour une simple hernie discale. Mais au lieu de soulager Mme Serretti, l'intervention aggrave sa douleur au dos. La clinique, qui n'a pas de solution thérapeutique pour mon épouse, estime qu'elle n'a pas de raison de souffrir, qu'il n'y a rien qui justifie, si ce n'est son angoisse personnelle devant ses douleurs et qu'elle grossit ses douleurs psychologiquement. En d'autres termes, il m'explique que ma femme est folle. Il faudra que le couple attende 6 ans pour qu'un scanner détecte la source des maux de Mme Serretti. Au sortir du scanner, le médecin vient, je me rappellerai toujours, il prend sa main, il prend la mienne et il dit il y a un grave problème, c'est très grave. Votre femme a les vertèbres comme du gruyère. On va se retrouver à la Croix-Saint-Simon où elle sera opérée et c'est là qu'on va tout comprendre et tout apprendre. Parce qu'en même temps que Béatrice, il y a d'autres personnes qui sont au même temps pour la même chose, contaminées aussi à la clinique du sport. Béatrice Serretti a été infectée 6 ans plus tôt par son chirurgien qui avait réutilisé du matériel à usage unique. De plus, il l'avait rincée sous l'eau du robinet, d'où la sévère infection à Xénopie, une bactérie rare qui vit dans l'eau. On a su effectivement que j'étais la 31e personne qui avait été contaminée de cette même bactérie. Tout de suite, avec Béatrice, la question qu'on se pose, mais s'il y en a eu 30, pourquoi il n'y en aurait pas 50, 60, 100, 200, 2000 ? Un coût épouvantable, 5000. Les Serretti alertent les médias. 1400 personnes qui sont passées à la clinique du sport sont testées. Voilà, c'est une discipline. Alors maintenant... Patrick Mamoudi, chirurgien en orthopédie à l'hôpital Lacroix-Saint-Simon, est celui vers qui les victimes se tournent. Ça a été très difficile de trouver ce qu'avaient les patients. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que des patients avaient d'un seul coup une pathologie des vertèbres, quelque chose qui leur détruisait les vertèbres, mais d'abord on n'a pas compris que c'était un microbe. Tout d'un coup, des politiciens jusqu'aux victimes, toute la France est sensibilisée au phénomène des maladies nosocomiales. Tout le monde médical prend alors conscience des dangers de la mauvaise stérilisation et de la réutilisation de l'équipement à usage unique. Vous ne réutilisez jamais ou devez désinfecter des appareils qui sont supposés être à usage unique. Ah non, ça c'est... Non, ça c'est... Mais ça se fait, mais c'est une honte. Ah non. Ça, je peux vous assurer que jamais on a fait ça et jamais on le fera. Moi, je refuse d'opérer dans des conditions comme ça. Est-ce que ça se fait beaucoup, de façon générale, dans les hôpitaux au Québec, où on réutilise ces appareils? C'est une pratique qui est répandue et qui est mal encadrée. De nombreux hôpitaux réutilisent jusqu'à 20 fois des instruments médicaux qui devraient théoriquement être jetés après un seul usage. Une centaine de patients d'un hôpital d'Oshawa en Ontario ont été examinés avec de l'équipement non stérilisé. Pourtant, au Canada, le phénomène est courant. La fréquence de réutilisation est de 86 % et le nombre d'articles réutilisés augmente. Des centaines de patients d'un important hôpital torontois auraient subi des tests de détection du cancer de la prostate avec de l'équipement mal stérilisé. La récente situation en Ontario a peut-être commencé à réveiller les consciences. Le docteur Pierre Allais, gastro-entérologue à l'hôpital Saint-Sacrement de Québec,
procède ici à l'extraction d'un calcul biliaire par endoscopie. Il se souvient d'infections sévères dues à la mauvaise désinfection d'instruments endoscopiques. Ça va très bien, madame. Mais jusqu'à maintenant, on utilisait dans plusieurs hôpitaux ces accessoires, tout en adhérant à un protocole très strict de nettoyage, de désinfection et de stérilisation. Le calcul est bien visible. Mais comme beaucoup de ses collègues, il a décidé de se soumettre à la recommandation du coroner de ne plus réutiliser de matériel à usage unique. L'enquête faisait suite au décès d'un patient de Montréal infecté au HIV par du matériel contaminé. Une recommandation qui n'a pas force de loi, mais qui risque de faire grimper considérablement les coûts des interventions chirurgicales. Le calcul est bien sorti. Ici, on applique ça à tous les secteurs urologiques, pneumologie, etc. Je vous laisse le soin de faire le calcul vous-même, parce que j'ai trop peur des valeurs finales. Pendant qu'au Canada, on improvise toujours dans le domaine, à Paris, l'hôpital Lacroix-Saint-Simon continue de donner l'exemple en matière de prévention des infections nosocomiales. Si vous n'avez pas suffisamment de personnel qui est toujours obligé de courir, eh ben, qu'est-ce qu'il fait? Il sort de la salle d'opération avec sa tenue de bloc parce qu'il n'a pas le temps de se déshabiller, il ne se lave pas les mains parce qu'il n'a pas le temps, voilà. Et puis c'est de cette façon qu'on explique que le taux d'infection nosocomiale augmente quand l'organisation se détériore. On estime que peut-être un tiers ou peut-être la moitié, on ne sait pas très bien, des infections nosocomiales seraient évitables avec une bonne application des règles d'hygiène. Le grand patron des comités de lutte aux infections nosocomiales des hôpitaux de Paris, c'est le docteur Pascal Astagnaud. Autre signalement. Ça concernait 2 cas... La France s'est donné une large structure de surveillance des infections, mais elle n'a pas réussi à surmonter tous les obstacles. Là où on a un problème très particulier, c'est sur la fréquence des germes résistants aux antibiotiques, qui sont effectivement à un taux assez alarmant en France, et en particulier le staphylocoque doré résistant, qui lui est effectivement à un taux élevé. Mais la fréquence globale de l'ordre de 40%. Pendant que des pays comme la France reconnaissent la responsabilité du milieu médical face aux patients, chez nous, on laisse encore croire que les infections nosocomiales font partie des risques normaux de l'hospitalisation. Vous savez qu'on a plus de chances de mourir d'une infection nosocomiale que d'un accident de voiture? Le docteur Marie Gourdeau a l'impression de prêcher dans le désert. Pourtant, elle est certaine que jusqu'à 30% des infections pourraient être évitées, ce qui aurait un effet considérable sur tout le système de santé au Québec. Si on en réduit 30%, ça veut dire qu'on va chercher peut-être 250 lits en permanence supplémentaires pour le réseau, pour désengorger les urgences, pour diminuer les listes d'attente en chirurgie. On évite évidemment des décès, puis on évite la morbidité des patients qui restent avec des séquelles dues à des infections sévères. Vous, est-ce que plusieurs hôpitaux où vous n'aimeriez pas être traité si vous étiez malade? Oui. En ce moment, est-ce qu'on devrait avoir peur d'aller dans les hôpitaux? En fait, si la tendance se maintient et qu'on ne fait rien pour freiner l'épidémie du SARM, ça va être inquiétant. C'est par centaines que vos réactions nous sont parvenues suite à la diffusion de ce reportage en janvier dernier. Révolte, stupéfaction, compassion pour les victimes, vous avez été nombreux à critiquer le système de santé qui arrive difficilement à respecter les mesures d'hygiène de base. Plusieurs d'entre vous, infirmières, médecins, préposés à l'entretien, avez dénoncé le milieu où vous travaillez. L'expression nosocomiale fait désormais partie de notre vocabulaire. Christine Besson a vu le reportage alors que son père, un médecin à la retraite, était entre la vie et la mort. Il venait de contracter une infection lors d'une opération pour une simple hernie discale à l'hôpital neurologique de Montréal. J'avais d'abord ce qu'on appelle une bactériémie, c'est-à-dire une infection du sang.
Et j'avais, au scanner, j'avais un abcès tout autour de la colonne vertébrale à l'endroit où on m'avait opéré. Il a fallu réouvrir la plaie pour aller nettoyer tout le foyer infectieux qu'il y avait autour de la colonne vertébrale. Tout ça, c'est la consultation pour... Après 4 mois d'hospitalisation et 2 mois additionnels de soins à la maison, M. Besson s'étonne que les mesures d'hygiène les plus élémentaires n'aient pas été prises, même quand il était en isolement. D'accord, les infirmières qui me faisaient le pansement mettaient la jaquette jaune et les gants. Mais j'ai vu rentrer des médecins dans ma chambre d'isolement en tenue de ville, en costume 3 pièces, veston, cravate. Ça, il faut faire Comme un nombre grandissant de patients, les Besson décident de réagir et de demander des comptes. Pas facile de s'attaquer au système hospitalier. L'impression que j'ai eue tout au long de mon séjour, chaque fois que j'ai posé des questions, c'est que ce qui domine, c'est la loi du silence. Les démarches étaient, auprès des médecins, d'avoir de l'information qui était très difficile à avoir, c'était jamais très clair. C'est une information complexe parce que ce sont des infections complexes, mais c'est jamais clair. C'est comme, on a toujours l'impression, qui es-tu toi pour me poser des questions? C'est tout ce qu'on a résumé. Les Besson ont fait le calcul. Prévenir les infections coûte sûrement moins cher que de les traiter. Celle du docteur Besson a coûté au système de santé entre 200 et 300 000 $. Et ça n'est qu'un cas. Une chambre d'isolement en neurologie, ça coûte cher. La présidente du comité des patients m'a dit que ça coûtait 1 000 $ par jour. J'y suis resté 4 mois, ça fait 120 000 $. Il a eu 23 scanners, dont à peu près 7 au technetium gallium. Et on nous a dit que des scanners au technetium gallium, c'était 900 $ le scanner. C'est quand on est arrivé à la maison, mon père a été soigné encore pendant à peu près 2 mois avec de la vancomycine qui était livrée à la maison. On voyait la facture, 800 $ par semaine de vancomycine. Jusqu'au début du mois d'avril, un VAC, un appareil à pression négative qui aspire les sécrétions de la plaie, était branché en permanence à M. Besson. C'est loué 112 $ par jour. Et vous avez 3 pansements par semaine. Le VAC, ça a coûté à peu près 14 000 $. Ça va mieux. Mais c'est la plaie. D'un seul coup, je me suis retrouvée avec un père à l'hôpital. Puis ça a été comme 2 mois, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, finalement 4 mois. Et maman, il a fallu que je trouve quelqu'un pour la garder toute la journée. Mais moi, au départ, j'ai pris un congé parce que je ne pouvais pas laisser ma mère toute la journée. Alors au départ, c'était des agences privées qui venaient prendre le relais, les amis, les voisins. Puis finalement, on a pris quelqu'un à temps plein. Aujourd'hui, après 6 mois au chevet de ses parents, Christine Besson a perdu ses illusions face à la bonne volonté du système de santé. Vous avez l'impression qu'on n'arrivera à rien s'il n'y a pas justement une association. Si les gens, si la population ne prend pas ce dossier-là en main, ce ne sera pas le monde médical qui va le faire? Je n'ai pas l'impression. Je n'ai pas l'impression qu'ils sont prêts à faire ça. S'ils ne sont pas poursuivis ou s'il n'y a pas comme un système d'association ou si le monde politique ne s'en mêle pas. Sur le terrain, les microbiologistes infectiologues sont exaspérés. Pas d'argent à l'horizon et dans les hôpitaux, il y a une nouvelle épidémie, causée cette fois par le Clostridium difficile. En fait, on sait que récemment, il y a un nouveau phénomène qui est arrivé dans les hôpitaux. C'est le Clostridium difficile, des infections au niveau intestinal. Les gens ont de la diarrhée. Donc, le Clostridium difficile est surtout acquis à l'hôpital chez les gens qui prennent des antibiotiques. Il faut absolument avoir un plan d'action, ce qui malheureusement n'est pas le cas actuellement. Il n'y a aucun moyen à date là, qui a suivi. Il n'y a pas de financement, il n'y a pas d'aide qui a suivi du tout. Les hôpitaux sont pris avec la même problématique, pas de financement. Le ministère québécois de la Santé est critiqué pour avoir tardé à rappeler des centaines de patients opérés à la hanche. Pendant ce temps, les histoires d'horreur se multiplient. Les dénonciations aussi. Nombreux sont les gens qui ont décidé de prendre leur dossier en main. Le sein m'a enflé. Puis là, je suis venue tout enflée jusqu'à la clavicule. J'ai ouvert mon pansement. Là, ça coulait là, comme un lavabo. Là. Micheline Tremblay, une mère de 3 enfants, vient consulter un avocat. Suite à une chirurgie d'1 jour pour un abcès récurrent au sein, elle se retrouve avec une plaie très infectée.
Alors lui, donc, il ne vous donne pas de prescription? Rien, pas de prescription, c'est cousu bien comme il faut, pas d'antibiotiques, rien. Le pire devrait être fait, ça a bien saigné, c'est bien cousu, on ne joue pas là-dedans, ça va être correct. Finalement, Mme Tremblay s'en tirera avec une mammectomie partielle et une très longue antibiothérapie. Une expérience qu'elle n'est pas prête d'oublier. Ils m'ont mis dans une pièce tout seul. Puis là, ben, le monde est venu me voir avec des gants jusqu'au coude, là, des masques. Puis là, je voyais bien que j'avais une bébête, là, moi, là. On se rend compte que malheureusement, plusieurs médecins, plusieurs chirurgiens sont d'excellents techniciens, mais ont souvent des connaissances parfois insuffisantes ou inadéquates dans le diagnostic et le traitement des infections. Alors, on retrouve plus souvent qu'autrement, à ce moment-là, des fondements pour pouvoir poursuivre. Avez-vous plus mal que la veille? Jean-Pierre Ménard, avocat spécialisé dans les causes médicales, reçoit 5 à 10 appels par semaine de victimes d'infections nosocomiales. Ce qu'on voit plus, c'est pas de la négligence intentionnelle, c'est de l'insouciance. On prend des raccourcis, on ne se change pas quand on devrait changer de gants, on ne change pas. Plutôt que de changer d'uniforme, on va juste se changer de gants. On ne fait pas attention quand on manipule. C'est-à-dire on touche un patient, il y a un autre, il y a un autre, il y a un autre. Au Québec, pour faire la preuve d'erreur ou de négligence, il faut prouver que les médecins ou les hôpitaux n'ont pas pris les moyens appropriés. Maître Ménard affirme que ces causes ne vont jamais à procès et sont toujours réglées hors cours. Les autres victimes sont laissées à leur sort. Est-ce qu'on devrait se doter, comme la France l'a fait, d'un système d'indemnisation automatique, un espèce de no-fault des infections? Là, je pense que socialement, on a intérêt à regarder pour savoir se demander est-ce qu'il n'y aurait pas lieu que la société prenne à sa charge ce risque-là. Autrement dit, qu'on socialise le risque d'infection nosocomiale. Est-ce qu'à votre avis, il faudra en venir à un coup d'éclat, un grand recours collectif, par exemple, qui pointerait du doigt soit un hôpital, soit un événement quelconque pour faire bouger les choses? C'est comme ça que ça se passe? Bien, si c'est comme ça, il faut que ça se passe, c'est triste. Parce qu'en fait, moi, ce que je déplore, c'est pas que les gens ne savent pas comment faire et qu'ils ne le font pas par mauvaise volonté, mais ne le font pas parce qu'ils n'ont pas les moyens. Vous l'aurez peut-être compris, ni le ministre de la Santé, ni l'Association des hôpitaux se sont empressés de répondre à nos questions, ce qui ne nous empêchera pas de revenir sur le sujet s'il le faut.